Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le Premier ministre chinois Li Keqiang est en tournée en Europe où il a participé à la 21e réunion des dirigeants Chine-UE. Une visite qui l'emmène également en Croatie pour des discussions avec les dirigeants d'Europe centrale et orientale. Quelles sont les perspectives de la relation sino-européenne? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Wu Zexie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate, bienvenue sur notre plateau. Plaisir. Alors, on voit que quand on parle de la relation entre la Chine et l'Union européenne, aujourd'hui, on s'interroge quels sont les intérêts communs aujourd'hui entre la Chine et l'Europe et quelles sont les spécificités de cette relation à l'heure actuelle. Bon, vous savez, l'Europe, c'est le continent où il y a le plus grand nombre de pays développés. D'accord ? Bon. Avec l'élargissement, c'est vrai, il y a aujourd'hui une partie de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe centrale et l'Europe orientale, qui est moins développée que l'Europe occidentale, mais c'est là justement la possibilité de continuer à approfondir la coopération entre l'Europe et la Chine. D'ailleurs, entre l'Europe initiale, c'est-à-dire l'Europe, la partie ouest, la Chine a établi des relations diplomatiques déjà en 1975. Vous voyez, ça fait longtemps. Et après, les relations entre les deux côtés se développent très rapidement, à savoir en 1983, lorsque la communauté économique européenne est devenue la communauté européenne tout court. La Chine a tout de suite élevé le niveau de relation avec cette nouvelle entité, et puis il y a eu l'établissement de partenariats constructifs entre la Chine et l'Europe, suivi de partenariats global, suivi de partenariats global stratégiques, et finalement les deux parties ont décidé de développer un partenariat sur la coopération en matière de paix, de croissance, de réforme et de civilisation. Est-ce que vous dites que ce sont des grands cadres, mais concrètement, quels sont on voit que cette année, la réunion est à son 21e, c'est le 21e réunion, donc oui. Qu'est-ce que c'est, quels sont les résultats concrets de cette réunion? Alors, les résultats concrets, quelques chiffres. Les chiffres sont en général très parlants, même s'ils sont parfois ennuyeux. Le volume des échanges commerciaux depuis plus de 40 ans, depuis l'établissement des relations officielles, a été multiplié par 250. D'accord ? Donc, aujourd'hui, l'Union européenne, depuis 15 ans consécutifs, est le plus grand partenaire commercial de la Chine. Bon. En tant que pays, ce sont les États-Unis. Bon, mais en tant qu'une entité économique, c'est l'Union européenne qui est le plus grand partenaire commercial de la Chine. Et l'année dernière, encore une fois, ce volume des échanges commerciaux a augmenté de plus de 10%. Et toujours l'année dernière, les investissements européens en Chine ont augmenté de 25,7%. Vous voyez, ce sont des relations de coopération qui marchent très fort. Et côté chinois, la Chine reste toujours le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de coopération. Et un autre fait qui est très parlant aussi, c'est le train de marchandises reliant la Chine et l'Europe. Bon, ça a été démarré en 2011. Au début, c'était un train par mois. Et aujourd'hui, c'est quelques milliers de trains par an. Et 89 villes chinoises constituent les points de départ côté chinois. Et à peu près
je crois que le chiffre quand même exact, 50 villes européennes sont des terminus de ce train. Au début, les trains qui partent de Chine vers l'Europe revenaient vides. Aujourd'hui, 70% des trains qui reviennent de l'Europe sont remplis de marchandises européennes pour l'exportation vers la Chine. On voit bien que cette fois, lors de la visite du Premier ministre, il a beaucoup insisté sur la volonté de la Chine d'offrir davantage le marché aux investissements européens aussi. Donc, où en est-on dans ces négociations? Parce qu'on voit qu'après, il y a un communiqué conjoint qui ont été publiés. Donc, quelles sont les avancées dans ces domaines-là? Ben justement, vous avez raison de mentionner ce point extrêmement important, c'est-à-dire la Chine et l'Europe, depuis un certain temps, sont en train de négocier un accord d'investissement réciproque pour améliorer davantage les conditions d'investissement réciproque. Bon. Côté chinois, on a fait beaucoup de choses, c'est-à-dire le mois dernier, on a adopté une nouvelle loi sur les investissements étrangers en Chine. On a décidé d'élargir massivement l'accès au marché chinois pour les investisseurs étrangers. Donc, on a établi une liste dite négative, c'est-à-dire qui limite simplement un petit nombre de secteurs, et tout en laissant le plus large champ possible pour les investisseurs étrangers. Bon, cette fois-ci, alors, les dirigeants chinois et européens ont décidé d'accélérer le processus de négociation pour que ce soit bouclé avant la prochaine rencontre, donc d'ici un an. D'accord? Donc on voit le progrès. La feuille de route a été établie cette fois-ci. Bon. Et puis on a aussi décidé, je crois, de boucler rapidement un accord pour la coopération dans le domaine de l'appellation d'origine contrôlée. Là, ça c'est AOC, c'est quelque chose de spécifique pour les produits, surtout les produits agricoles. Vous savez, l'Europe est exportatrice des produits agricoles et qui sont très appréciés en Chine. Et la Chine, bien sûr, la Chine aussi est un grand pays exportateur des produits agricoles. Bon, je crois que là aussi c'est un résultat concret de cette rencontre qui est en cours. Et comme vous venez de mentionner, les deux parties ont publié une déclaration commune. Là, ça touche plus que l'investissement. Il y a beaucoup d'autres domaines qui ont été touchés dans ce communiqué. Évidemment. Les deux parties ont évoqué non seulement les dossiers bilatéraux, mais aussi les dossiers internationaux, y compris les dossiers chauds régionaux. Alors, revenons à la question au début, c'est-à-dire que quels sont finalement, après des analyses sur cette communiqué conjointe et les avancées sur les investissements, vous avez évoqué tout à l'heure aussi que les deux parties se sont convenues aussi sur des dossiers internationaux et régionaux. Quels sont finalement aujourd'hui les intérêts communs et les divergences entre la Chine et l'Union européenne et comment cela va influencer leurs relations dans l'avenir? Cette fois-ci, les dirigeants des deux côtés sont bien d'accord pour dire que l'Europe et la Chine sont deux forces stabilisatrices du monde. Mais c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Europe c'est le continent où il y a le plus grand nombre de pays développés. Bon. Et il y a deux pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité en Europe. Et puis, bon, la Chine, c'est le plus grand pays en développement. C'est aussi la deuxième économie du monde. Voilà, les deux parties jouent en effet le rôle stabilisateur pour l'équilibre du monde. Voilà, donc dans le domaine international, il y a beaucoup de choses à faire pour les deux parties. C'est pour cette raison que les dirigeants des deux côtés ont évoqué certains dossiers importants
régionaux ou internationaux. Par exemple, défendre le multilatéralisme, voilà, défendre le commerce international basé sur l'OMC. Voilà. Bon. Et puis ils ont évoqué certains dossiers brûlants comme le dossier nucléaire iranien, voilà, comme le dossier de Venezuela, voilà, comme le dossier de la Birmanie, voilà, qui a un problème avec son voisin Bangladesh, etc. etc. Bon. Vous voyez, donc aussi bien le domaine bilatéral que le domaine international, voilà, intéresse les deux parties parce que aussi bien l'Europe que la Chine sentent cette responsabilité, voilà, qui incombe à leur épaule pour la paix, la stabilité, le développement durable du monde. Alors, on voit une autre partie importante de cette tournée européenne du Premier ministre, c'est la 8e réunion des dirigeants de la Chine et des pays de l'Europe centrale et orientale, ce qui forme ce qu'on appelle la coopération 16+1. Donc, comment voyez-vous, quelles observations faites-vous sur ce mécanisme de coopération? C'est très important, je crois que j'ai évoqué dès le début que l'Europe, voilà, après l'élargissement de l'Union européenne, il y a un certain nombre de pays de l'Europe centrale et orientale qui ont rejoint l'Union européenne. Et comme il existe, par des raisons historiques, un écart de développement entre la partie ouest et la partie est et orientale, et du coup, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, l'Union européenne a adopté une stratégie de connectivité, voilà, en matière d'infrastructure. Je crois que surtout pour les réseaux de transport, mais aussi pour les réseaux de télécommunications. Bon. Or, la Chine a lancé aussi une initiative qui s'appelle Ceinture Route. Et initialement, cette initiative a été surtout basée sur justement le développement des infrastructures de tous les pays adhérents à cette initiative. Et aujourd'hui, aussi bien l'Europe que la Chine, voilà, essayent de connecter justement cette stratégie de connexion des infrastructures européennes et l'initiative chinoise Ceinture Route. L'Europe orientale et centrale, voilà, se trouve justement dans cette zone de connexion. Voilà, vous voyez, c'est là on voit beaucoup d'opportunités de coopération, ne serait-ce que dans le domaine d'infrastructure. Et bien sûr, il y a d'autres champs à exploiter. Le Premier ministre chinois ira bientôt, voilà, après l'étape Bruxelles à la Croatie, pour tenir justement cette rencontre annuelle entre la Chine et les 16 pays de la région. Bon. Il faut savoir que ce mécanisme produit chaque année, voilà, des plans de coopération, voilà, très précis. Chaque année, on publie un programme de coopération pour l'année qui suit. D'accord ? Bon, bien sûr, chaque année, on fait aussi le bilan. Et cette fois-ci, évidemment, les deux parties vont établir une nouvelle liste de projets de coopération pour l'année qui suit. Bon. Et entre-temps, voilà, depuis la création de ce mécanisme, non seulement on se rencontre, on se discute, mais aussi on met en application, voilà, des décisions prises au niveau des dirigeants. Par exemple, le plus grand projet de coopération entre la Chine et cette région, c'est le chemin de fer Hongrie-Serbie. Voilà. Bon. Ça a été démarré il y a quelque temps, et puis maintenant les autres pays limitrophes ont vu l'importance, voilà, de ce projet et souhaitent, voilà, rallonger, voilà, le réseau, c'est-à-dire pour permettre à plusieurs pays limitrophes, voilà, de bénéficier aussi de ce projet. Donc il est question aujourd'hui de discuter pour voir comment on pourrait, voilà, carrément créer une sorte de réseau ferroviaire finalement à partir de cette ligne reliant les deux pays pour que ce soit un réseau régional. Vous voyez, c'est un exemple typique de coopération concrète entre la Chine et les pays de cette région.
Effectivement, comme vous avez évoqué tout à l'heure, en fait, les 16 pays a rejoint tous à l'initiative Sanctuary Route. Finalement, il y a un grand intérêt là dans les infrastructures, mais comme vous avez mentionné tout à l'heure aussi, il y a d'autres champs de coopération. Donc, pouvez-vous nous donner quelques exemples? Quels sont les domaines de coopération aujourd'hui entre la Chine et ses pays membres? Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Même si ces pays de l'Europe orientale et centrale ont un écart de développement par rapport à l'Europe de l'Ouest, ils ont quand même une base, voilà, technologique, scientifique, économique aussi, industrielle, assez solide quand même. Bon, donc, on peut travailler aussi dans ces champs-là. Et le Premier ministre Li Keqiang a fait publier un article, voilà, à l'occasion de cette visite dans la presse de la Croatie, puisque c'est là où il aura lieu la rencontre. Et dans cet article, il a évoqué les champs justement en dehors des infrastructures, les champs de coopération en dehors. Voilà. Alors, il a évoqué l'économie numérique, voilà, le commerce électronique, le finance, la coopération technologique, et puis la ville intelligente. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que les infrastructures. Cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de la Chine, et dans ces 16 pays membres, il y a aussi des pays qui célèbrent cette année aussi le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine. Donc, quelles sont vos attentes par rapport à cette réunion de cette année plus particulièrement? C'est très intéressant de rappeler cette similarité, voilà, entre voilà, l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les pays de la région et l'anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. Bon, la raison est très simple. À l'époque, voilà, c'était la guerre froide. Il y avait deux camps. Voilà. Ces pays de l'Europe de l'Est à l'époque, voilà, on dit les pays de l'Est, voilà, avaient reconnu tout de suite la Chine nouvelle, aussi bien après sa naissance. C'est pour ça que voilà, il y a cette similitude. Bon, le monde a évolué, le temps a évolué, mais les amitiés traditionnelles existent toujours. Donc voilà, la Chine et les pays de cette région continueront, voilà, à travailler pour approfondir la coopération dans un contexte totalement différent. La Chine a adopté une politique d'ouverture et de réforme. La Chine a introduit l'économie de marché socialiste. Les pays de cette région ont évolué énormément après l'éclatement, voilà, des deux camps, voilà, après la disparition du monde bipolaire. Bon. Et on voit que aussi c'est la première fois qu'un Premier ministre chinois du Comité d'affaires d'État visite la Croatie depuis l'établissement des relations entre les deux pays. Donc, quelle est la signification de cette visite officielle? La Croatie, vous savez, c'est un pays qui est né de l'ancienne Yougoslavie. Bon, et comme j'ai évoqué tout à l'heure, la Chine a eu des relations amicales et traditionnelles avec les pays de cette région, avec la Yougoslavie de l'époque. Voilà, les relations entre les deux côtés étaient excellentes. Après l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie, la Chine a continué à maintenir les relations amicales avec tous les pays de cette région qui sont nés de l'éclatement de la Yougoslavie, y compris avec la Croatie. Les visites de haut niveau se sont multipliées. Par exemple, lors de la rencontre 1+16 de l'année dernière, le Premier ministre chinois a déjà eu une rencontre bilatérale avec le Premier ministre croate. Et il est venu en plus
l'année dernière, au mois de novembre, à la foire d'importation, la foire internationale d'importation de Shanghai. Et à cette occasion, les deux premiers ministres se sont encore rencontrés. Vous voyez, donc au plus haut niveau, il y a toujours des contacts fréquents. Bon. Et puis au niveau de la coopération concrète, voilà, le Premier ministre a donné un exemple dans son article publié en Croatie. Un pont a été fait en Croatie par des entreprises chinoises. Et ce pont, voilà, qui a été construit déjà, voilà, a permis de raccourcir un trajet de 3 heures à 3 minutes. Vous voyez, donc il y a des coopérations tout à fait concrètes entre les deux pays, plus l'amitié traditionnelle. Donc voilà, cette visite, c'est la première visite d'un Premier ministre chinois en Croatie. Je pense que c'est aussi voilà, un nouveau point de départ pour les relations bilatérales. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement une occasion de discussion. Voilà. C'est une occasion de faire le bilan, voilà, des coopérations qui ont été menées et de fixer le nouveau plan de coopération pour voilà, l'étape suivante. Bon, c'est très important pour approfondir cette coopération. Et en plus, vous savez, entre la Chine et l'Europe, il n'y a pas que ce mécanisme de rencontre au niveau des premiers ministres. Il y a plus de 70 mécanismes de dialogue qui couvrent tous les domaines de coopération. Par exemple, il y a aussi un dialogue au niveau stratégique entre le ministre des Affaires étrangères chinois, qui a aussi le Conseil des Affaires d'État, voilà, et son homologue de l'Union européenne. Et la plus récente rencontre, c'était il y a un mois, voilà, à Bruxelles. Et une grande première, c'est qu'en dehors, c'est-à-dire en marge, en supplément de cette rencontre ou dialogue habituel, pour la première fois, M. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a rencontré collectivement les ministres des Affaires des 28 pays membres de l'Union européenne. À mon avis, ne serait-ce que le travail d'organisation pour faire venir en même temps 28 pays, les 28 ministres des Affaires étrangères des pays membres, c'est pas facile, mais cela montre la volonté justement des deux côtés de mener en profondeur la coopération, la concertation, aussi bien pour la coopération bilatérale que pour mieux traiter les grands dossiers internationaux. Mais comment voyez-vous le contexte où ont eu lieu cette visite et cette année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis l'année dernière et il y a aussi des choses qui se passent en Europe. Donc comment analysez-vous le développement de la relation sino-européenne dans le contexte actuel? Le contexte actuel, voilà, ce qu'il faut remarquer, c'est surtout cette remontée en puissance de l'unilatéralisme. Voilà. Et c'est aussi voilà, des facteurs de déstabilisation voilà, dans certaines régions. Voilà. Et face à ça, comme on a évoqué tout à l'heure, l'Europe et la Chine, deux forces stabilisatrices, voilà, ont vraiment un rôle très important à jouer. Donc, il faut dire clairement que aussi bien l'Europe que la Chine, voilà, défendent le multilatéralisme. Ça, c'est un message clair. D'ailleurs, dans la déclaration commune publiée à l'issue de la rencontre, les deux parties ont manifesté clairement cette volonté. Et pour les dossiers chauds régionaux, on a évoqué le dossier iranien. Les deux parties ont clairement affiché leur volonté de continuer à appliquer l'accord nucléaire de l'Iran. Voilà. Alors que vous savez, les États-Unis se sont retirés de l'accord. Et puis. Donc, pensez-vous que finalement les deux parties réussira à jouer ce rôle de stabilisateur? Tout à fait. L'Europe, comme je vous ai dit,
c'est le continent où il y a le plus grand nombre de pays développés. Prenons toujours cet exemple de dossier iranien. L'Europe a voulu créer un mécanisme pour contourner la sanction américaine unilatérale contre l'Iran. Voilà. Donc vous voyez, il y a non seulement la volonté, mais aussi des mesures qui sont envisagées. Voilà. La Chine appuie bien sûr cette initiative. La Chine n'a jamais reconnu la validité de la décision américaine unilatérale concernant l'accord nucléaire iranien. Bon. Vous voyez, déjà dans ce domaine, on peut coopérer. Et puis, le changement climatique aussi, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Alors, l'Europe et la Chine, la France et la Chine, la France, la Chine et les Nations Unies ont en commun, voilà, affiché la volonté de continuer à défendre les acquis de la conférence de Paris. Non, pensez-vous que finalement le contexte actuel, par exemple l'attitude des Américains envers des dossiers internationaux, ont constitué une sorte de facteur qui rapproche la Chine et l'Union européenne? Vous savez, l'Union européenne depuis toujours voilà, une entité qui est jalouse de son indépendance vis-à-vis de tout le monde, hein, vis-à-vis des États-Unis bien sûr, mais l'indépendance pour nous, pour la Chine, c'est aussi voilà, quelque chose de très précieux voilà, à défendre. Voilà. Donc là justement c'est un point commun, c'est une convergence entre l'Europe et la Chine de défendre l'indépendance, la souveraineté. Alors, en même temps, il faut voir clair que, pour nous, toutes les coopérations que nous menons avec les partenaires ne visent pas à une partie tierce. D'accord ? Nous voulons bien développer nos coopérations avec tout le monde, y compris avec les États-Unis. Bon. Aujourd'hui, on parle voilà, de la rencontre sino-européenne. On voit que voilà, les relations sino-européennes se développent dans les meilleures conditions. Cela ne veut pas dire que nous voulons utiliser telle ou telle carte pour exercer des pressions sur les... Non, ce n'est pas notre politique, pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine et les États-Unis... Mais côté l'Union européenne, est-ce que ça pourrait être le cas? Ça, il faut poser la question aux Européens, mais je ne crois pas, hein, parce que c'est vrai que au moins, ce qu'on peut dire, c'est vrai, les États-Unis sont un partenaire important pour l'Union européenne, mais la Chine aussi, comme je vous ai dit, dès le début. L'année dernière, voilà, les investissements européens en Chine ont augmenté de plus de 25%. Voilà. Et puis, récemment, une entreprise allemande a décidé d'investir 10 milliards de dollars dans la province du Canton pour une usine. D'accord ? Vous voyez, une banque hollandaise a décidé aussi de créer une banque à capitaux mixtes avec la banque de Pékin. Voilà. Et cette banque hollandaise ING, va devenir l'actionnaire principal. D'accord ? Ce sera une grande première aussi. Vous voyez, donc la Chine constitue voilà, un partenaire très important pour l'Union européenne, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que la Chine, c'est un marché d'1,4 milliard de consommateurs qui a un pouvoir d'achat qui augmente sans arrêt. Les touristes chinois qui vont en Europe. Voilà. Et durant la période de la fête du printemps dernière, ça a augmenté considérablement, vous voyez. Donc pour l'Europe, la Chine, c'est certainement un partenaire très important. Alors je vous remercie, M. Wu Zexie, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.